Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. La fraternité est un idéal qui a traversé toutes les époques et toutes les civilisations. La fraternité a toujours trouvé sa place dans les discours religieux, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam par exemple, et également dans les courants politiques de l'époque contemporaine tels que la pensée post-révolutionnaire et la pensée républicaine du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. La fraternité, en quelques mots, c'est le lien à la fois affectif et moral qui unit des individus et qui les unit dans une cohésion et dans une sérénité. Qui dit fraternité dit en premier lieu paix, mais nous verrons que pas seulement. On remarque que dans toutes ces formes de fraternité, il est question de la répandre dans le monde. C'est l'universalisme. Et qui dit répandre un idéal, dit répandre une philosophie et une idéologie. Car comme le monde n'est pas un système homogène, un idéal fraternel se heurtera à un autre idéal, et même s'il est de même nature. Car derrière le symbole religieux, philosophique ou moral de la fraternité, parfois très opaque et lointain, existent des individus et donc une pluralité des réalités et des subjectivités. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'instrumentalisation de la fraternité par des institutions quelles qu'elles soient. Instrumentalisation que l'on remarque en tout temps, comme de nos jours avec une fraternité qui se veut mondialisée puisqu'elle est entretenue par les grands médias dits mainstream et par les réseaux sociaux. Cette fraternité actuelle est en réalité en carton, bien souvent hypocrite afin de se donner, dans bien des cas, bonne conscience pour la planète. Non, je vais plutôt vous parler de la fraternité dans son sens spirituel, ce qui me semble beaucoup plus pertinent, beaucoup plus profond, sincère et utile. Avant cela, je vais prendre tout de même quelques instants pour vous expliquer pourquoi suis-je en train de dire que cette fraternité mondialisée, et non mondiale, est hypocrite. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Pour qu'il y ait une fraternité, il faut que tous les acteurs concernés épousent des valeurs et des comportements fraternels. D'ailleurs, plus un système est grand, plus il devient difficile, voire impossible, d'entretenir une fraternité, une cohésion ou un idéal quel qu'il soit. Il n'y a qu'à regarder comment les grands empires d'autrefois se sont effondrés. Par ailleurs, notre système économique, politique et social n'a pas comme priorité la fraternité et la paix, mais bien la suprématie du marché, la loi de l'hyper-concurrence, la gouvernance par les actionnaires, dite corporate governance, ainsi que le règne de la libre circulation, une circulation sans le moindre contrôle des individus, des marchandises et des capitaux. Ce tout entraînant logiquement une destruction des ressources naturelles et donc de notre foyer terrestre. Le pouvoir n'est donc pas donné à la fraternité, mais à l'argent. Et l'argent n'a ni odeur, ni frontières, ni vertu. Demandez-vous qui a chassé le christianisme d'Europe. Je suis certain que vous connaissez la réponse. Et enfin, je doute que les pays d'Europe de l'Est, d'Asie ou encore d'Amérique latine considèrent avec beaucoup d'attention le soft power de la fraternité mondiale tant prônée par l'Empire occidental. Ces peuples ont pour priorité leur nation, leurs frontières physiques et idéologiques qui sont réelles, puisque l'est leur identité. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le marché sans frontières qui pourrait bien toutes les estomper un jour ou l'autre. La Chine, par exemple, est en pleine transformation structurelle et en train de devenir la première superpuissance mondiale et elle n'aura que faire d'une fraternité occidentale, à part si elle l'emploie en outil géopolitique. Alors, maintenant que les horloges sont correctement réglées, comment faire pour qu'une véritable fraternité puisse revoir le jour, avec le plus de sincérité et le moins d'hypocrisie possible? Tout d'abord, la fraternité, dans son sens le plus fort, ne prend un véritable sens que dans deux situations majeures. Soit la fraternité naît par une volonté d'œuvrer en commun pour un but supérieur, on peut l'appeler l'illumination, qui fait référence à une sorte de clarté d'esprit, une vision pour soi et pour les siens. Soit la fraternité naît par le besoin de survivre face à une menace supérieure, le tragique. Et quelle est la force qui incarne le mieux le tragique? C'est la mort. Mais quelle mort en particulier? La mort dans la guerre. Vous l'aurez compris,
La fraternité se tisse dans sa plus grande intensité dans la guerre. Et c'est pour cette raison doublement tragique. Car, en l'absence de la guerre, il est extrêmement difficile de lier à très haut niveau les individus autour d'un but supérieur, même issus du même groupe socioculturel, du même tissu socioculturel. En période de paix, les individus n'ont pas l'impression de risquer gros. Ils ne risquent pas leur vie, il n'y a donc pas de force extrinsèque qui les pousse à s'unir avec leurs voisins. La période de paix est propice à l'individualisme. Et nous en sommes les témoins d'ailleurs. La période de guerre, quant à elle, pousse plusieurs groupes, malgré leurs différences toutefois mineures, à s'élever contre la menace et à la supprimer, ou du moins à tenter de la supprimer. Il est arrivé des centaines de fois dans l'histoire que des entités politiques et militaires s'allient face à un adversaire les menaçant toutes simultanément. Les Grecs et les Macédoniens contre l'Empire perse, les croisés d'Europe contre les invasions musulmanes, les tribus maoris de Nouvelle-Zélande contre les colons anglais, n'en sont que quelques exemples. Mon grand-père paternel, général 3 étoiles, désigné au commandement de l'artillerie lourde et engagé dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, disait « Malgré toutes les horreurs qu'elle engendre, la guerre ressoude les liens ». Bien évidemment, il n'est pas question ici d'apologie de la guerre, mais de bien comprendre comment les liens humains fonctionnent. Nous sommes programmés pour survivre, et si notre vie est en danger, nous entreprenons tout ce que nous pouvons pour la protéger. C'est simplement l'un des principes fondamentaux de la nature humaine, et c'est ce qui est tragique d'une certaine façon. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que le mot « fraternité » vient de « frère », un lien entre les hommes dans la guerre qui est, sans qu'ils l'aient choisi, le domaine des hommes. Car depuis toujours, les hommes partent en guerre et se sacrifient pour protéger la vie, celle de leurs femmes et de leurs enfants. Dans les périodes de grandes difficultés, hommes et femmes optimisent leurs talents et leurs atouts pour la survie de leur camp. Le tragique de la guerre touche évidemment tout le monde, les hommes de façon directe et les femmes et enfants le plus souvent indirectement. On observe donc que cette fraternité suit la guerre, suit le cours de la guerre. S'il y a guerre, la fraternité se révèle, elle se dresse face au tragique. La fraternité se révèle de la même façon que les autres facettes de l'homme, parfois obscures mais naturelles, comme la lâcheté ou la traîtrise. En temps de guerre, peu nombreux sont les courageux et nombreux sont ceux qui attendent que la tempête passe. Et je ne crois pas qu'il faille porter jugement. Et dans le cas où il n'y a pas de guerre, pas de conflit, pas de rivalité, pas d'adversité, la fraternité disparaît en grande partie. Elle disparaît d'autant plus que désormais, grâce à la très haute technologie, la guerre a changé de nature, et donc avec elle, la fraternité. Aujourd'hui, ce sont les drones qui font la loi, sur les champs de bataille de jadis et dans les airs, à l'autre bout du monde, et les derniers soldats qui entretiennent la fraternité sont les forces spéciales. Ils sont donc très peu nombreux. On peut se réjouir évidemment que les guerres engendrent beaucoup moins de morts, surtout quand le sombre constat de toutes les hécatombes du XXe siècle est posé. Pour autant, on ne doit pas se réjouir de la disparition de la fraternité, car c'est la fraternité qui construit la cohésion et l'unicité d'un peuple, et elle le préserve du chaos. Les hommes, les jeunes hommes et peut-être certaines femmes ont besoin de fraternité pour construire leur vie et construire un lieu de vie commun et serein. Pour devenir homme et s'assumer en tant que tel, l'adolescent doit se mesurer au monde à la fois dangereux et chaotique. La jeune fille, elle, deviendra le plus souvent femme en étant mère, sa vie prendra sens dans celle de ses enfants. En effet, rares sont les femmes qui ne veulent pas d'enfants, bien qu'il en existe. Mais les jeunes garçons ont besoin, plus que quiconque, de groupes masculins pour évoluer, pour se faire une place dans le monde et pour donner un sens à leur vie. Ils doivent se trouver des frères de combat, de pensée et de spiritualité. Pour comprendre cette évolution psychologique, je vous invite vivement à regarder le film Tolkien, sorti cette année au cinéma. Ce film raconte l'émouvante histoire de l'écrivain John Ronald Reuel Tolkien, de sa jeunesse en tant qu'orphelin à sa vie d'officier pendant la Grande Guerre, en passant par ses années d'études à Birmingham et à Oxford. On remarque bien dans ce film les deux élans qui font naître cette fraternité. D'un côté, la communauté qu'il a fondée avec ses 3 amis d'université, et de l'autre, l'appel de l'armée pour la guerre. La fraternité naît à la fois dans les cafés de réflexion et les salons de thé,
dans le calme, la discussion et la profusion d'idées et de concepts, et au front, sur le champ de bataille, dans la peur, dans le danger, dans la souffrance et dans la mort. Pour que la fraternité prenne vie en vous et autour de vous, il faut qu'elle naisse. Pour ce faire, elle doit tout d'abord se cultiver à petite échelle, au sein de vos amis proches. La fraternité doit s'inscrire devant une ambition commune ou un adversaire commun, ou les deux. Sachez que c'est dans l'ambition et l'adversaire commun qu'elle prendra son sens le plus profond. Enfin, pour conclure, comment savoir si vous êtes en train de bâtir cette réelle fraternité ? Bien sûr, je ne recommande à personne de partir en guerre avec des camarades afin de vivre leur intense fraternité. Ça n'a plus de sens. Même si, selon moi, le sommet de la fraternité réside dans le fait de mourir pour l'autre, pour son prochain. Ainsi, demandez-vous si vos amis agissent envers vous et votre groupe avec sacrifice, engagement, loyauté, honnêteté, passion et courage. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.